Notre journaliste Katharina Kloss cherche un appartement à Paris. Une démarche pas évidente dont elle nous parle ce soir. Trouver une location à Paris, quelle histoire! Dans l'escalier, ils sont déjà une centaine à faire le pied de grue avec leur dossier. Déco ringarde, plafond du couloir qui s'écaille, tapisserie jaunie. Voilà ce que l'on aperçoit par l'embrasure de la porte. « Ah, génial !» s'exclame un couple qui vient de terminer son sprint de 2 minutes à travers l'appart. Seulement 1 500 € pour 40 mètres carrés, douche moisie comprise. Mon compagnon italien et moi cherchons un appartement depuis plus d'1 an et notre dossier est toujours refusé. Et pourtant, nous voilà à nouveau en train de faire la queue avec cette angoisse sourde. Comment monter l'armoire en chêne massif au 6e sans ascenseur par les 3 escaliers en colimaçon? Vous gagnez aussi 3 fois le loyer, demande le couple devant nous. 3 fois le loyer? Eh oui, c'est le salaire minimum qu'il faut toucher à Paris pour espérer pouvoir décrocher un jour une location. Cette règle n'a rien d'officiel. Pourtant, elle figure dans la plupart des annonces immobilières. Concrètement, pour un 43 mètres carrés avec vue sur le périph', nous devrions gagner au moins 4 500 € par mois. Net, évidemment. Autre condition, être en CDI, en contrat à durée indéterminée, et avoir terminé sa période d'essai. Il n'en reste pas moins que si la règle du 3 fois le loyer avait été vraiment légalisée, de nombreux locataires se retrouveraient à dormir sous les ponts de la Seine. L'Association pour l'accès aux garanties locatives confirme que 60% des Parisiens ne remplissent plus les critères pour accéder à une location dans le logement privé. Devant nous, Antoine et Mina qui rêvent de pouvoir s'installer dans un appartement ensemble. Du coup, Antoine a un peu gonflé sa fiche de paye sur Photoshop. Tous deux ont pourtant un emploi stable. Mina a même un bon poste aux ressources humaines. Mais Antoine voulait augmenter ses chances. Et oui, la falsification de documents est un sport très répandu à Paris. Les fraudeurs risquent en théorie 45 000 € d'amende et 3 ans de prison, mais en fait, personne ne s'est jamais retrouvé derrière les barreaux. La porte s'ouvre à nouveau. « Suivant, s'il vous plaît. » L'air de rien, la femme devant nous glisse à l'agent immobilier. « Mes parents ont un château en Bourgogne. » Pas bon pour nous. Mes parents ne possèdent qu'un pavillon en Allemagne. Ceux qui ne trichent pas ou qui n'appartiennent pas à la grande bourgeoisie française doivent avoir d'autres arguments. Tu peux m'envoyer à nouveau tes 3 derniers bulletins de salaire, ai-je supplié ma mère la veille au soir. Car en France, il n'est pas rare qu'il faille demander à ses parents de se porter caution, même quand on a la trentaine bien tassée. Que les parents doivent eux aussi gagner 3 fois le loyer, cela va de soi. Enfin, c'est notre tour. Mais là, catastrophe. Alors que nous remettons tout fiers notre volumineux dossier à l'agent immobilier, celui-ci nous demande « Vous gagnez bien 4 fois le loyer, n'est-ce pas ?» Notre traducteur berlinois, Heinrich Mittenkel, est de retour. Pendant ses vacances d'été, il a réfléchi à quelques lieux communs. Écoutez plutôt. Savez-vous ce qu'est un truisme? Un truisme, de l'anglais true, vrai, est une évidence, une banalité, une platitude. Le mot existe aussi en allemand, Truismus. Les Français ont encore un autre mot pour désigner un truisme, la palissade ou vérité de la palisse, d'après le nom de Jacques de la Palisse, un maréchal français qui perd la vie en Italie en 1525 lors de la bataille de Pavie. On raconte que pour rendre hommage au courage de leur commandant, ces soldats lui dédient une chanson dans laquelle on trouve cette phrase. « Un quart d'heure avant sa mort, il faisait encore envie. » Magnifique compliment pour un militaire, n'est-ce pas? Malheureusement pour le seigneur de la Palisse, la tradition orale transforme la dite phrase. Le verbe « faisait » devient « était » et le mot « envie » devient « envie », ce qui donne la fameuse phrase « un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie ». Une évidence absolument évidente. Par la suite, on a appelé cela une lapalissade. La palissade genannt.
Au XVIIIe siècle, un certain Bernard de Lamannois reprend la chanson des soldats pour en faire une longue suite de la palissade intitulée La chanson de la palisse qui moque la vie du maréchal. Un petit exemple. Il mourut le vendredi, le dernier jour de son âge. S'il fût mort le samedi, il eût vécu davantage. Bref, aujourd'hui encore, si un journaliste sportif déclare à la radio « Le vainqueur a remporté la victoire », on se moquera de lui. Ah, quelle la palissade! Comme c'est injuste! Jacques de la Palisse n'a pas dit plus de platitudes qu'un autre, mais son nom y est associé pour toujours. En Allemagne, nous n'avons pas eu de maréchal de la palisse, mais la palissade, nous savons aussi ce que c'est. Ainsi, par exemple, les contes français se terminent toujours par la petite phrase « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Mais en Allemagne, les contes se terminent, eux, par cette vraie la palissade. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Et s'ils ne sont pas morts, ils sont toujours vivants. Notre rédactrice en chef, Jeannette Conrad, nous raconte maintenant l'histoire d'un apéritif estival que vous connaissez sûrement. Santé! Le phénomène ne vous aura sans doute pas échappé. Depuis quelques années, une boisson s'invite sur toutes les terrasses de France. De couleur orange vif, elle est servie dans des verres ballons hauts sur pied, avec une bonne dose de glaçons, une paille et une rondelle d'orange. Une légère amertume, des bulles et un effet très rafraîchissant. Ah, les Français ont enfin découvert le spritz, ricanent les Allemands. Dans le Berlin branché, le spritz est depuis longtemps passé de mode. Ici, on ne jure plus que par le gin additionné de tonique fait maison, à moins que lui aussi ne soit déjà dépassé. Revenons au spritz. Le saviez-vous? Le cocktail qui fait fureur dans l'Hexagone a vu le jour en Italie, à Venise. Vous vous dites sans doute que le mot spritz ne sonne pas très italien, n'est-ce pas? Et qu'il a plutôt l'air, eh oui, allemand. Spritz vient de spritzen, gicler. Un gespritzter est un vin allongé d'eau gazeuse. Comment ce nom germanique a-t-il débarqué en Italie? Avec les Autrichiens. Au début du XIXe siècle, les Habsbourg règnent sur Venise. Seul anicroche, les vins blancs italiens très forts en alcool tapent un peu trop au goût des forces d'occupation. Elle les coupe alors avec de l'eau gazeuse et donne au mélange pétillant obtenu le même nom qu'en Autriche, Gespritzter ou Spritzer. En 1866, Venise devient italienne, les Autrichiens s'en vont, le spritz reste. Au début du XXe siècle, l'arrivée des premiers siphons facilite la fabrication d'eau pétillante. On se met alors à la mélanger avec d'autres boissons, dont des liqueurs à base de plantes. En 1919, une nouvelle liqueur portant le nom d'Aperol arrive sur le marché de Padoue. À ce distillat amer à base de rhubarbe, de quinquina, de gentiane jaune, d'orange amère et de plantes, les Italiens ajoutent de l'eau gazeuse et une rasade de prosecco. Le cocktail remporte un succès fracassant. Tout le monde l'appelle spritz. Il a fallu près d'un siècle pour que le spritz se répande en dehors de l'Italie, une notoriété à laquelle la campagne de pub offensive du groupe Campari, propriétaire de l'Aperol depuis 2003, a certainement contribué. Détail de taille. En Italie, l'Aperol titre à 11% d'alcool, contre 15% pour l'Allemagne et la France. Si vous sirotez un spritz dans son pays d'origine, il vous montera moins vite à la tête. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou en Allemagne? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Et oui, ce n'est pas évident aujourd'hui. Encore quelques secondes. Vous avez la réponse et l'indice? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv
carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la dernière devinette, la devinette d'avant notre pause d'été. Ce n'était pas si facile, mais en étant bien attentif, vous deviez repérer le logo de la Deutsche Bahn, le réseau ferroviaire allemand. Nous étions donc en Allemagne.